RFI, grand reportage, Laurent Sadou. La Centrafrique. Il y a un mois, une mission des Nations Unies, la MINUSCA, a pris la relève de la force africaine MISCA. Son objectif, appuyer les autorités de transition pour remettre le pays sur les rails. Le chantier est énorme. Restaurer la confiance, relancer l'économie, remettre l'État sur pied. 3 tâches étroitement liées. 3 reportages sur notre antenne, aujourd'hui, demain et vendredi. Premier volet de cette série, Centrafrique, la restauration de la confiance. C'est un reportage signé Laurent Corot. Laurent que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Notre-Dame de Fatima, à Bangui. Les déplacés des quartiers environnants occupent encore le périmètre de l'église. Des déplacés toujours habités par la peur, comme ces 2 femmes qui occupent une salle paroissiale. Les gens restent à Fatima, c'est la sécurité, pas de sécurité. C'est à cause des musulmans qu'on n'est pas désarmés que nous restons ici. Il y a trop d'armes chez ces jeux là-bas. Les Séléka sont venus chez eux déposer beaucoup d'armes. C'est pour cela qu'on nous chasse comme les animaux. Certains déplacés ne sont toujours pas sortis du traumatisme de décembre et continuent à revoir les combats qui les ont poussés dans les camps. Cette femme est restée au camp de Mpoko, près de l'aéroport. Depuis le 5, on est là. 5 décembre. Quand les Séléka sont rentrés dans le quartier, tout le monde était bouleversé. Ils ont tiré partout. Il y a des morts. On trouve des garçons, on les tue comme ça, vivants comme ça, devant nous. C'est pour cela qu'avec les mamans et mes enfants, on est venus vers le site de Pogo. La peur chez les chrétiens, mais aussi chez les musulmans. À la mosquée centrale de Bangui, cet homme confie sa crainte de se déplacer dans la capitale. Je suis arrivé ici le 25 janvier. Je suis resté ici. C'est là que je dors. Là, dans ce bâche. Les gens qui sont ici, les déplacés qui sont ici à la mosquée centrale, ne peuvent pas circuler. Aller dans les quartiers, non. Si tu arrives au quartier, directement les anti-balaka t'attaquent. Un musulman ne peut pas circuler librement. Non. La réconciliation, si par exemple les anti-balaka laissent leur hostilité, comme ça la paix peut revenir. Nous, on n'a pas de problème, nous les musulmans. Nous vivons avec les chrétiens ici. Au marché du kilomètre 5, on peut toujours croiser l'imam de la mosquée de Fou, l'une des nombreuses mosquées détruites dans la fureur de décembre. Lui non plus ne se voit pas encore rentrer au quartier. Là, pratiquement, il n'y a pas un musulman de l'autre côté. Si un musulman se présente, c'est un peu difficile aussi dans ces cas. Au début des événements qui s'est passé depuis le 5 décembre, jusqu'à maintenant, il y en a qui sont partis des quartiers fous. Ils sont partis vers le Cameroun, le Tchad. Il y a d'autres qui sont venus vers kilomètre 5. Au moment où je vous parle, la mosquée a été saccagée et pillée carrément. Donc, c'est seulement un terrain vide. Les gens sont en train de faire le football, c'est-à-dire de faire le sport là-dessus. Tout est rasé. C'est comme si une mosquée n'existait pas avant. Vous ne voyez même pas les fondations. Et donc là, il fallait attendre jusqu'à ce que la paix revienne pour voir si on peut reconstruire ou pas. Il faudra attendre que la paix revienne. Ces derniers mois, elle semblait être revenue, mais les violences récentes des miliciens anti-balaka dans les quartiers, la réapparition de barrières dans la ville, ont semé le doute ces derniers jours. La crise a dressé des murs entre communautés qui n'existaient pas auparavant, des murs qu'il faut maintenant démonter pierre par pierre. Les initiatives se multiplient dans les quartiers, comme ici, dans le 3e arrondissement. Un groupe d'hommes et de femmes coupe les hautes herbes, musulmans et chrétiens, ensemble. L'association qui organise cette opération s'appelle Tournons la page. Moussa Bardé en est le président. Bon, c'est les 2 communautés, les musulmans et les chrétiens qui travaillent. On nettoie, on fait ce travail pour ouvrir la ruelle, pour permettre aux forces de sécurité de bien sillonner le quartier pour prendre la sécurité de la population. Mahamat est musulman, c'est l'un de ceux qui travaillent à nettoyer les ruelles. Les chrétiens en tant que tels et les musulmans n'ont pas de problème entre eux. Nous partageons tout. Bon, nous travaillons avec Guy. Guy, viens. Guy est chrétien, il répond à l'appel en riant et s'approche. Bon,
Chrétiens et musulmans, on est là réunis, c'est une très bonne chose. On travaille pour permettre à ceux qui sont encore dans les sites de regagner leur maison. Au kilomètre 5 également, des bonnes volontés travaillent à la réconciliation, comme les membres de la coordination pour l'action humanitaire et le développement. Le pasteur Gaston Kossingou fait partie de ce groupe qui tente d'apaiser les esprits. Entre-temps, la tension était très très forte. Mais maintenant qu'avec les sensibilisations qui se passent et dans les médias et les réunions qu'on multiplie au niveau des arrondissements, entre chrétiens et musulmans, les gens commencent à comprendre. Et puis ils ont abandonné le comportement qu'ils avaient avant, qui divisait les deux communautés. Et puis on a dit, mais ça ne sert à rien de s'entretuer, de vivre en discorde. Il fallait qu'on avance dans la paix et puis on revienne à notre manière de vivre auparavant. Donc c'est la lutte qui continue jusqu'à maintenant, la lutte pour la paix. Côté gouvernemental, un plan d'action a été mis sur pied suite à la signature de l'accord de Brazzaville. Jeannette Détoy est ministre de la Réconciliation nationale. Dans ce plan, il y a 3 activités prioritaires. La première activité, c'est la vulgarisation de l'accord de cessation des hostilités qui a été signé à Brazzaville, car pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait arrêt des hostilités sur tout l'étendue du territoire. Disons la deuxième étape maintenant, c'est l'étape de la réconciliation proprement dite. Et la stratégie qui a été mise en place, c'est les consultations de la base vers le sommet. Dans chaque arrondissement, il y aura des comités locaux de paix. Ensuite, ces activités vont être décentralisées au niveau de 16 préfectures où les mêmes comités seront mis au niveau des préfectures, des sous-préfectures, des communes et au niveau des villages également. Donc, avec des thèmes précis, les informations seront relayées au niveau des préfectures où une grande assise sera organisée à ce niveau pour que des recommandations soient élaborées et acheminées vers la capitale pour le Forum national. Dialogue et sensibilisation pour rétablir la confiance. Mais les esprits ne pourront s'apaiser et les déplacés rentrer chez eux que si l'on crée les conditions du retour. À Bangui, par exemple, la crise a laissé un champ de ruines derrière elle. Marcher dans le quartier de Yambassa avec le délégué de quartier, Dieudonné Koubé, permet d'en prendre la mesure. D'ici jusqu'à la limite de l'aéroport, vous verrez que toutes les toitures n'existent plus. Parce que les habitants ont fui. C'est ce qui a amené les voleurs et autres bandits à tout piller. À gauche et à droite, toutes les maisons ont été cassées. Les portes et les fenêtres ont été enlevées. Et ensuite, les toitures soit sont enlevées, soit les maisons entièrement brûlées. Il enjambe les gravats, franchit un seuil de porte aveugle et entre dans ce qui fut jadis une habitation. Vous voyez cette maison, elle n'a plus de toiture, elle n'a plus de porte, ni de fenêtres. Même à l'intérieur, c'est déjà les traces du pillage qui a eu lieu à grande échelle. Vous voyez cet écriteau qui est là-bas, qui est resté dans la maison, décrivant l'état d'âme du propriétaire de cette maison et même des habitants du quartier Yambassa. C'est écrit « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?» Donc notre souffrance prendra fin quand ? Les pillards qui ont vidé les quartiers continuent à sévir. Certains déplacés qui pensent ne plus rien avoir à perdre reviennent du coup chez eux, malgré les conditions de vie difficiles. La plupart des déplacés du quartier Fondo préfèrent cependant encore ne venir que le jour et repartir ensuite sur le site où ils ont laissé leur famille. Comme Jérôme Lessélé, l'une de ces 2 maisons a été pillée jusqu'au tôle. Il essaie de revenir pour que l'autre puisse au moins conserver son toit. En tant qu'homme responsable du foyer, je dois revenir le jour pour jeter sur moi un coup d'œil et puis repartir à l'aéroport quand il fait nuit. Parce qu'il y a l'insécurité ici, parce que les hommes en armes là continuent toujours à sillonner tout le temps avec des armes. Parfois ils donnent des coups de fusil, ils lancent des grenades pour pouvoir effrayer et chasser le monde et puis que les habitants laissent le quartier vide. C'est par là qu'ils ont l'habitude de venir enlever les tôles.
Camp de déplacés de Mpoko, près de l'aéroport, un plateau de jeux de dames au milieu des tentes de fortune. Le camp compte encore quelques 20 000 personnes, 5 à 6 fois moins qu'au plus haut de la crise, mais c'est bien le signe que certains Banguissois ne se sentent pas encore capables de rentrer définitivement dans leur quartier, comme Robert Gounifé. Depuis le 5 décembre où les gens ont quitté le quartier est abandonné à lui-même. Je viens même présentement de là-bas. De temps en temps, je passe là-bas. 2 fois, je passe 1h30, 2 heures justement avant de revenir. Pas plus. Pas plus. Parce que le quartier demeure dans l'insécurité. Ceux qui font des exactions dans les quartiers se promènent toujours avec des armes. Quand les gens se promènent avec des armes, comment peux-tu aller rester dans le quartier pendant une journée? Ça fait peur quand même. L'envie de rentrer dans le quartier en tout cas est là chez de nombreux déplacés, car beaucoup se plaignent de leur vie dans les camps, surtout à Mpoko, près de l'aéroport. Manu Maturindian. Non, nous vivons comme des animaux là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a donné des choses à manger, nous vivons comme ça. Et il y a la pluie qui pleut de jour, la nuit, mais nous sommes comme ça. Ce n'est pas bien. Nous préférons le quartier Fondo, parce que c'est notre quartier. Nous ne pouvons pas habiter à chaque fois dans la brousse là-bas qui est dans l'aéroport. C'est avant tout une présence internationale que réclament les déplacés pour pouvoir revenir dans leur quartier. Une présence visible jusque dans les petites ruelles, susceptible de ramener la sécurité face aux bandits. Le piège intégral de certains quartiers, le démontage des maisons, la multiplication récente des cas de braquage à Bangui montrent bien que le moteur de la violence n'était pas interconfessionnel. Les violences de ces derniers mois ont été largement alimentées par la convoitise, la volonté de voler autant que par le désir de vengeance. C'est contre ce banditisme qu'il faut agir, selon Charlemagne Wipele, un déplacé de Mpoko. Les gens qui détenaient des armes se sont organisés pour enlever les toitures, en fait de revendre ça. Ce sont de ces malfaiteurs, on ne peut pas les identifier. C'est une bande de voyous, des idiots, on ne sait pas. Les gens ont décidé de rentrer, mais dont la majorité n'ont pas de toit. Les maisons ont été brûlées, bon nombre de maisons saccagées, mais ils ont préféré de regagner ces maisons-là. Mais ils n'ont pas les moyens pour le moment pour pouvoir les permettre de gagner leurs maisons. Des efforts, et l'autre la ONU, il faut que ces forces-là prennent leur courage de désarmer ce secteur. Parce que c'est l'un des facteurs qui empêchait les gens d'aller dans leur quartier pour vérifier est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Dans la majorité, ils ont eu peur. Mais les problèmes matériels causés par les pillages et plus généralement par le contexte de crise sont eux-mêmes un obstacle important au retour des déplacés. Patricia Mandipé se fait la porte-parole de nombreux Banguissois qui demandent à la fois la sécurité et une aide concrète au retour. Il y a un matériel. Ce que nous voulons, c'est du matériel, des tôles et surtout la sécurité. S'il y avait la sécurité, qu'on nous donnait des tôles, aujourd'hui même, nous sortirions pour regagner notre quartier. Mais pour l'instant, pas de sécurité ici au quartier Fondo. Nous sommes venus, mais dans peu de temps, nous allons repartir au camp parce que nous ne savons pas qui va venir nous agresser. Nous voulons qu'il y ait des patrouilles de Sangaris ou de Lefort ici à Fondo, qu'il y ait une présence pour nous mettre en sécurité. S'il y avait cela, nous pourrions revenir dormir ici, même sous des tentes. À l'heure où les Centrafricains commencent à mesurer ce que la crise a détruit dans les quartiers et dans les esprits, à l'heure des bilans, des voix commencent à s'élever contre ceux qui ont jeté de l'huile sur le feu. Installé devant la maison détruite d'une famille musulmane, Joseph Wandé, un habitant du 3e arrondissement, s'emporte contre les hommes politiques qui sont, selon lui, à l'origine de la crise. C'était là où nos frères musulmans habitaient. On habitait ensemble. C'est leur maison. Quand nous vivions en communauté, entre musulmans et chrétiens, il n'y avait pas de problème. On vivait ensemble, on mangeait ensemble. Et voilà que l'événement s'est produit. C'est ça le soulèvement de notre séparation. Cette haine vient de l'affaire politique, alors que nous ne sommes pas des politiciens. C'est l'affaire politique qui nous a fait que nous sommes devenus maintenant des ennemis entre nous, alors que nous étions des parents, même père, même mère. Vous, en tant qu'habitant de Fondo, vous souhaitez que les musulmans reviennent dans le quartier ? Parfaitement, puisque ce sont nos parents. On a vécu ensemble d'une longue date, des années. Donc nous n'avons rien, aucune arrière-pensée sur les musulmans.
La Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur les exactions commises depuis 2012. De nombreux Centrafricains espèrent que la justice internationale permettra de placer les responsables de la crise devant leurs responsabilités pour que le dialogue et la réconciliation ne soient pas synonymes d'impunité. Centrafrique, restaurer la confiance, un grand reportage de Laurent Corot avec les moyens techniques de Bertrand Eclair, réalisation Marc Minatel. Laurent Corot, bonjour. Bonjour. On entend bien dans votre reportage que la capitale centrafricaine, Bangui, est dans un entre-deux. L'accalmie de ces derniers mois a permis le retour de certains déplacés chez eux, mais la confiance n'est pas encore tout à fait revenue. Il y a d'ailleurs à nouveau eu des violences la semaine dernière. Oui, les chiffres montrent qu'on est très loin du pic de crise, puisqu'on parle maintenant de 60 000 déplacés à Bangui, alors que au plus fort des déplacements dans la capitale, fin janvier 2014, il y en avait 5 fois plus. Donc il y a effectivement une forte réduction du nombre de déplacés. Dans le même temps, il y a encore beaucoup de déplacés qui reviennent dans les camps le soir, ou même qui n'osent passer que quelques heures dans leur quartier. Et cela, c'est bien le signe, par contre, que la confiance n'est pas encore tout à fait revenue. À Bangui, on l'a encore vu ces derniers jours, la situation n'est pas complètement stabilisée en dépit du déploiement de la MINUSCA. Les anti-Balaka ont réussi à bloquer la capitale. Certains même ont pu faire des descentes dans les quartiers où ils ont rappelé de bien mauvais souvenirs aux habitants en pillant des maisons. Il y a eu quelques milliers de personnes qui ont rejoint les camps de déplacés à l'occasion de ces événements. Et ce qui s'est passé alimente la peur sur place, alimente les interrogations sur ce qui pourrait se produire dans une capitale qui pourtant était progressivement en train de se pacifier. La volatilité de la situation dans la capitale est du coup un véritable obstacle au retour de la confiance, on l'aura donc compris. On entend bien aussi dans votre reportage, Laurent, que la sécurité n'est pas le seul obstacle au retour des déplacés chez eux. Alors voilà, les enquêtes réalisées par l'OIM, l'Office international des migrations, sur les intentions de retour des déplacés sont très éclairantes à ce sujet. Elles montrent toutes que les déplacés qui refusent de rentrer dans leur quartier ou qui hésitent à le faire, le font pour un mélange de raisons sécuritaires et économique. 58% des déplacés qui ont été interrogés en août à Bangui par l'OIM disent qu'ils ne peuvent pas rentrer parce que leur maison a été détruite. 55% disent que leurs biens ont été pillés. Et 42%, un peu moins, donc disent qu'ils veulent voir comment la situation politique et sécuritaire va évoluer. Cela veut dire que les raisons économiques sont cités plus souvent que le contexte sécuritaire et politique. Alors dans ce contexte, Laurent Corot, les autorités de transition envisagent d'organiser un dialogue qui aura lieu à la base, puis remontera progressivement jusqu'à Bangui. Voilà, avec une forme d'organisation un peu pyramidale, un dialogue qui doit commencer tout en bas avec des comités locaux de paix, puis au-dessus des réunions préfectorales, et puis enfin, dernière étape de la pyramide, un forum de réconciliation à Bangui. Tout ce processus, d'après ce que nous ont expliqué les responsables du ministère de la Réconciliation, doit permettre aux Centrafricains de débattre entre eux de différentes questions, la paix, le développement, la question des réparations, la gestion du pouvoir, les questions religieuses, etc. Et donc, de pouvoir faire remonter jusqu'à Bangui un diagnostic de cette crise centrafricaine. Est-ce que ce dialogue suffira à faire revenir la confiance ? Alors, il est évidemment trop tôt pour dire si ce dialogue va permettre à nouveau de jeter des ponts entre communautés, s'il va permettre de rassurer les déplacés, surtout dans le contexte qu'on évoquait tout à l'heure, où on a eu de nouvelles violences à Bangui qui viennent vraiment troubler l'image. Il est de toute façon d'ores et déjà évident que ce dialogue-là ne suffira pas. La crise a grandi sur un terreau de sous-développement et de mal-gouvernance. Elle a grandi en raison de l'absence de l'État à l'intérieur du pays. Ce sont deux chantiers essentiels des mois à venir. Et ce sont deux aspects que je vous proposerai d'évoquer demain et après-demain dans Grand Reportage. Laurent Corot, merci beaucoup. Et donc, à demain.